Bonjour, je m'appelle Julie Artis, je suis Chief Happiness Officer et facilitatrice en bien-être au travail. J'ai lancé ce podcast dans le seul et unique but de vous aider à devenir acteur du bien-être au travail. Au travers des épisodes, je vous partage ma vision, des conseils pratiques, des expériences pour vivre le travail de façon plus positive. Je vous emmène aussi à la rencontre de personnes qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien. Elles vous partageront leurs clés pour créer un monde du travail plus humain. Enfin, Génération CHO, c'est aussi un podcast qui vous permettra de découvrir le passionnant métier qu'est celui de Chief Happiness Officer, bien loin des clichés du bonheur au travail que l'on voit souvent dans les médias. Génération CHO, c'est un podcast que je publie tous les mardis et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur mon site julieartis.com. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Et si vous venez juste de me rejoindre, alors bienvenue! Je vous invite à écouter l'épisode 0 où je me présente un peu plus en détail. Dans ce podcast, mon but est vraiment de vous donner de l'énergie et vous inspirer à passer à l'action. Alors, prêt à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail ? Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti ! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Génération CHO. Aujourd'hui, on va parler psychologie positive avec Cécile Neuville qui exerce ses talents de psychologue positive dans la plus belle ville de France, à savoir Montpellier. Bon, j'avoue, je prêche un peu pour ma paroisse et tes champs d'intervention, Cécile, ne se limitent bien sûr pas qu'à Montpellier, mais bien au-delà. En tout cas, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je te dis bonjour déjà. Bonjour, merci à toi de m'avoir invitée. Je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast depuis le temps que ça me trottait dans la tête. Et puis c'est vrai qu'on a eu l'occasion de se croiser quelques fois sur Montpellier. Donc je suis ravie que tu sois avec moi sur ce podcast aujourd'hui. Alors tu es spécialisée en psychologie positive et tu as plein de casquettes, on va en parler. Tu es notamment la cofondatrice de ZenPro, une plateforme en ligne où tu dispenses des formations sur le sujet de la psychologie positive et tous les thèmes liés à ça. Tu es aussi l'auteur de plusieurs livres, dont le tout dernier sorti qui s'appelle « Ma Bible de la psychologie positive » et tu nous en parleras. Donc, c'est un livre qui propose notamment des exercices pratiques pour intégrer un peu plus le concept de psychologie positive à son quotidien. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, ça peut être un très chouette cadeau de Noël. Donc, si vous cherchez encore, ruez-vous dans les librairies à la recherche de Ma Bible de la psychologie positive. Alors, pour démarrer, Cécile, j'aimerais d'abord savoir ce qui t'a donné envie de t'intéresser à la psychologie positive et d'en faire un peu ta vocation, j'ai envie de dire. C'est exactement le mot, hein. C'est très bien. Vocation, c'est exactement ça. Ça a été une révélation qui est devenue une vocation. Déjà, en fait, au départ, je suis psychologue et donc je sortais de mes études de psycho c'était hier, non, il y a quelques dizaines d'années maintenant, parce que ça fait, je crois, 20 ou 20 ans maintenant. Et donc, quand je suis sortie de la fac, je n'avais pas trouvé mon positionnement dans les différents cursus. Voilà, j'aimais bien la psychologie, j'aimais bien m'intéresser à l'être humain, mais c'était soit orienté sur l'enfant, sur la maladie, sur le côté cognitif, donc le cerveau, le social. Et il y avait quelque chose qui me manquait. Donc, j'étais pas complètement j'avais pas trouvé mon courant à moi. Et il se trouve que je suis tombée un jour par hasard sur un seul article sur Internet où je trouve le mot psychologie positive. Ça m'interpelle. Je le lis et je découvre, Martin Seligman, le président de l'association américaine des États-Unis, de l'association de psychologie américaine, qui propose un nouveau courant depuis quelques années de psychologie positive pour aider les gens à s'intéresser à ce qui les rend heureux. Et là, je me dis, OK, mais ça, c'est ça que je veux en fait. Moi, je veux comprendre non pas juste pourquoi le cerveau fonctionne comme ça, mais comment le cerveau peut m'aider à être encore plus heureux. Et du coup, c'était un courant où là, d'accord, ça m'intéresse vraiment. Et donc, ça a été vraiment un coup de cœur. J'ai cherché sur les sites français, il n'y avait absolument rien. Ce n'était pas du tout connu en France. Du coup, j'ai été chercher sur les sites en anglais, j'ai creusé. Je ne parlais pas du tout l'anglais, donc j'ai utilisé les super outils de traduction pour vraiment comprendre. Et là, j'ai découvert tout un univers qui se développait aux États-Unis et je trouvais ça passionnant. Et du coup, j'ai commencé, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment mon activité quelque part, à tenir un blog pour transmettre et traduire finalement tout ce que je découvrais d'incroyable comme recherche, comme pratique qui se mettait en place, que ce soit dans la vie perso, la vie pro, etc. Et donc, du coup, j'ai créé le blog La psychologie positive pour tous il y a 15 ans, quelque chose comme ça maintenant, pour pouvoir transmettre tout cet apprentissage. Depuis, ça a bien évolué en France et j'en suis ravie. Mais voilà comment j'ai vraiment eu, moi, ma rencontre avec la psychologie positive
qui a été comme une évidence. C'est OK, c'est exactement mon énergie, c'est ce que je veux en fait. C'est ma vocation. Et c'était plutôt précurseur du coup pour l'époque. Ah, mais J'imagine qu'on parlait pas beaucoup de ce champ-là. bah, il n'y en avait pas du tout en France. C'était, comme je disais, même il n'y avait pas la page Wikipédia, quoi. Il n'y avait aucun article, aucun dossier, ce n'était pas cité puisque c'était juste pas connu, en fait. Donc, du coup, moi, quand j'en parlais, il y a eu tout de suite des premières réticences. On l'a associé à la pensée positive. Oui. J'ai aussi beaucoup participé à la vulgarisation scientifique de ça pour le montrer que c'était un travail sérieux de recherche sur le fonctionnement humain et pas simplement la positive attitude. On est vraiment sur Oui, une quelle démarche. différence tu fais justement entre la pensée positive et la psychologie positive? Alors, la psychologie positive, voilà, c'est vraiment une science qui s'intéresse et qui recherche, qui fait des recherches fondamentales avec des expérimentations sur des populations en grand nombre avec les fameux groupes contrôle pour vérifier si c'est pas un biais, etc. Donc, c'est vraiment de la recherche. La différence avec la psychologie de l'habitude, c'est que la recherche d'habitude s'intéresse au pourquoi et au comment on dysfonctionne. Qu'est-ce qui dysfonctionne chez l'être humain? Pourquoi on tombe en dépression? Pourquoi on est malade? Pourquoi un enfant échoue à l'école? Pourquoi les couples se séparent? Pourquoi au travail, il y a des burn-out ou des suicides? On était vraiment dans la recherche psychologique, beaucoup orientée vers le négatif, tout simplement. En tout cas, les raisons de ce qui va mal. Et du coup, Martin Seligman a juste simplement ouvert l'autre côté en se disant, ce serait quand même hyper intéressant qu'on s'intéresse aussi aux enfants qui réussissent à l'école, aux couples qui durent dans le temps, aux personnes qui sont centenaires et en bonne santé, aux entreprises épanouies et productives, et qu'on voit comment ils font eux pour pouvoir le reproduire. C'est vraiment juste une autre vision, un autre paradigme. Et après, une fois qu'on a identifié des facteurs communs, on les expérimente pour voir si on les fait mettre en pratique à des personnes, ça obtient le même résultat. C'est-à-dire qu'un couple qui va mal, est-ce que s'il pratique les mêmes pratiques qu'un couple qui va bien, finalement va mieux? Et donc, parfois oui, parfois non. Donc, ça permet de sélectionner, grâce aux éléments de la science, qui est vraiment efficace ou non, donc en le testant, en le prouvant par la science. Et donc, par rapport à la pensée positive, et bien justement, il y a eu une recherche de fait sur la pensée positive. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une validation ou non. Et donc là, entre autres, ce qui est hyper intéressant comme résultat, c'est que la pensée positive, c'est une autosuggestion positive. En fait, c'est se répéter des phrases positives. Aujourd'hui, je vais être efficace au travail, je vais me lever, je vais être plein de... C'est la fameuse méthode Coué, c'est ça? Voilà, exactement, voilà, tout à fait, dans ces méthodes-là. Et donc, du coup, dans la méthode de pensée positive, c'est vraiment l'autosuggestion positive. Et ça fonctionne, oui, ça a été prouvé, mais pas sur tout le monde. Et ça, c'est hyper important et ça fait toute la différence. Ils ont testé, donc ils ont fait un grand nombre de populations à tester cette méthode-là pendant un temps suffisamment conséquent. Ils ont évalué l'avant et l'après en termes de bien-être, en termes de productivité, en termes d'efficacité, de plaisir, de santé, etc. Et en fait, il se trouve que la pensée positive, telle qu'elle est pratiquée avec la méthode Coué, c'est vraiment efficace si la personne, et seulement si la personne au départ a suffisamment d'estime d'elle-même. Donc, c'est-à-dire que si je suis déjà bien, et je me répète des phrases positives, ça m'aide et ça augmente mon niveau de bonheur, mon efficacité, ma santé, ma vitalité, etc. Oui, ça a un impact positif. Par contre, si au départ, je me remets totalement en question, que je n'ai pas confiance en moi, et que je me dis des phrases comme aujourd'hui, ça va bien se passer, alors que j'y crois pas, en fait, et ben du coup, ça a un effet pervers au niveau du cerveau. Et au final, on se sent encore plus nul parce qu'on se dit, moi, ça marche pas, en fait, je comprends pas. Du coup, on se sent vraiment dépourvu et les personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes vont au contraire baisser dans leur bien-être, leur efficacité, leur santé, etc., avec des méthodes comme la pensée positive. Donc voilà, la science au service du bien-être. Voilà, et si je dis pas trop de bêtises, Martin Seligman, c'est lui notamment du coup qui a fait du bonheur une véritable science et qui a vraiment démocratisé ce sujet du bonheur en montrant qu'il y avait de véritables recherches scientifiques pour démontrer un petit peu, comme tu disais, les leviers qui permettaient de cultiver un degré d'épanouissement dans la vie. Exactement, c'est lui en fait, comme il était président de l'Association américaine de psychologie, il a proposé lors du congrès en 1998, pour la première fois, il a annoncé à partir de cette année, on va changer de courant et on va aller s'intéresser à la psychologie positive. Alors, il n'a pas été accueilli par tout le monde de la même façon. il y a quand même beaucoup de rébellions. Au départ, c'était tellement innovant. Il remettait tellement en question le système jusqu'à présent. Mais comme ça reste la plus grande association mondiale et qu'il en était le président, il a eu du coup un vrai impact et il a permis de lancer des laboratoires de psychologie positive, des premiers. Il était crédible, donc il a été soutenu, il a été financé. Donc il y a aussi des histoires de financement qui ont permis de lancer toute cette recherche. Et ça a lancé vraiment les premières recherches de cette science du bonheur, mais pas seulement. C'est la science de tout ce qui fonctionne au niveau individuel, relationnel, voire même sociétal. On est vraiment sur la recherche aussi de ce qui
participe à un pays plus heureux qu'un autre, à un fonctionnement institutionnel, économique, prosocial. On est vraiment à tous les niveaux. Maintenant, il y a écologique, économique, on est vraiment à tous les niveaux. Mais tout ce qui fonctionne, on s'intéresse à ce qui fonctionne. Et alors, si je reviens un petit peu sur ce sujet du bonheur, est-ce que tu penses qu'avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, là, cette année qui est assez bouleversante, est-ce qu'on peut encore parler de bonheur? Est-ce qu'on peut aspirer à un peu de bonheur dans notre vie? Et qu'est-ce que nous apporte la psychologie positive aujourd'hui pour justement tendre vers plus de mieux-être et nous aider peut-être à mieux vivre tous ces bouleversements de 2020? Oui, eh ben, effectivement, il y a tout un volet de la psychologie positive, de la recherche, qui s'intéresse à comment ça se fait que certaines personnes parviennent mieux que d'autres à surmonter les épreuves de la vie. Parce que tout le monde a des épreuves dans la vie, individuelles, sociétales. Là, entre autres, on est tous concernés par le problème sociétal. Et pour autant, il y en a qui arrivent à être heureux et d'autres non. Donc, en fait, même avant cet état aujourd'hui lié au contexte actuel, ils ont déjà étudié, par exemple, suite au World Trade Center, quand il y a eu un grand traumatisme quand même mondial, mais surtout aux États-Unis, ils ont vraiment fait une étude quelques années après pour voir les personnes qui avaient été traumatisées sur le moment et qui étaient concernées sur l'événement, et certaines qui étaient finalement dans une vie très épanouie après coup, et d'autres qui étaient vraiment en dépression. Et ils ont cherché la différence entre ces différentes personnes. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des points communs chez les personnes qui avaient trouvé leur bonheur finalement malgré tout, et qu'on ne retrouvait pas chez les personnes en dépression. Et notamment, la plus grande force a été la notion de résilience. Et donc, c'est le terme qu'on étudie le plus en psychologie positive par rapport à des contextes actuels. C'est développer sa résilience. Qu'est-ce que c'est? Comment? Et donc, la résilience, c'est cette capacité, cette force que l'on a de pouvoir surmonter les aléas de la vie, y trouver du sens, ou en tout cas, faire avec au mieux, s'y adapter et rebondir après coup. Donc, c'est vraiment toute cette capacité-là qu'on peut développer. Donc, la psychologie positive teste des processus qui nous permettent de valider qu'on peut surmonter ça. Et donc là, concrètement, aujourd'hui, sur le contexte social, les personnes qui sont les plus optimistes, qui ont développé leur optimisme, vivent beaucoup mieux la situation qu'une personne pessimiste. Donc là, on est en termes de traits de caractère. C'est un trait fondamental que plus on est optimiste, plus on va bien vivre ce genre de situation, alors qu'on vit la même situation. Donc, c'est pas lié aux faits, c'est vraiment lié à une perception des faits. Et l'optimisme, ça se développe. Tout au long de la vie, on peut le développer. Donc, après, il y a encore des recherches sur comment développer son optimisme. Enfin, voilà, tu vois, c'est sans fin. Il y a des recherches sans fin, toujours pour aller vers ce mieux-être. Et donc là, aujourd'hui, s'intéresser non pas simplement à pourquoi ça va mal, mais à comment je peux aller mieux dans cette situation, c'est déjà une intention qui peut aider. Et se dire, je vais peut-être lire un livre sur l'optimisme plutôt qu'un livre sur les drames sociaux. Et regarder la télé, voilà, ouais, carrément. Donc du coup, il vaut mieux, dans la mesure du possible, il vaut mieux anticiper, développer cette faculté de résilience pour se prévenir de potentielles prochaines difficultés qu'on traverserait, plutôt que de se retrouver devant cette difficulté et puis et se laisser embarquer au fond du gouffre, quoi. Exactement, oui. Okay. Vraiment de toute façon, la psychologie positive a une posture plus préventive que curative, de base. C'est se développer suffisamment de forces naturelles, ces ressources. On parle beaucoup de ressources personnelles et externes. Identifier toutes ces ressources pour pouvoir après atteindre ses objectifs, mais aussi surmonter plus facilement les difficultés qu'on ne peut pas éviter, parce qu'on en aura toujours. Et donc, on est aussi très réaliste. On n'est pas dans un monde des bisounours, comme c'est souvent associé comme image. Oui, c'est ça. C'est des fois l'amalgame qui est un peu fait, j'ai l'impression, entre l'optimisme, l'utopisme, l'idéalisme même. Et il y a des fois, c'est un peu difficile d'arriver vraiment à se repérer dans tout ça. Je pense que tout est bon à prendre dans la mesure où on reste quand même un minimum réaliste de ce qu'on vit. Mais alors, ça me fait penser, je lisais récemment un article sur le site internet Uzbek et Erika, dont le titre s'intitulait quelque chose comme « Peut-on encore rester positif dans une période pourrie ?» En fait, ils expliquaient que justement, parfois, c'était intéressant d'être un peu idéaliste et utopiste et de se projeter dans l'avenir et d'avoir une vision hyper idéaliste d'un avenir qui nous attendait, plutôt que de sombrer véritablement dans ce monde d'après qu'on peut voir de façon très négative si on écoute les médias, etc. Est-ce que toi, tu aurais des clés à nous partager sur des clés de psychologie positive, justement pour préserver notre santé mentale et garder le moral durant cette période? Oui, alors déjà, j'ai envie de partager une phrase qui est hyper connue, mais qui résume ce que tu viens de dire, mais c'est mieux vaut être un optimiste et se tromper qu'un pessimiste et avoir raison. Parce que même si je suis optimiste et que finalement, ça n'arrive pas à ce que je visualise de positif, au moins pendant le moment, j'étais bien, tu vois. Alors que si je suis pessimiste, pendant le présent, je suis pas bien,
Et si j'ai raison, de toute façon, j'ai le même résultat. Mais si j'ai tort, en plus, j'aurais fait tout ça pour rien parce qu'au final, ça va mieux derrière. Donc, mieux vaut être un optimiste qu'un pessimiste dans tous les cas. Mais après, sur la notion d'utopisme, attention aussi de ne pas être… c'est possible d'être heureux en étant idéaliste et utopiste que si on a la capacité de lâcher prise face aux résultats qui ne seraient pas à la hauteur de nos attentes. Donc, pour moi, c'est hyper important. C'est-à-dire que oui, on peut rêver grand, avoir une vie de rêve dans sa tête, visualiser un travail parfait, des conditions parfaites, etc., l'homme parfait dans sa vie. Mais si on est capable de se dire, c'est ce que je veux, mais c'est certainement pas ce que j'aurais, mais en tout cas, en visant ça, j'ai plus de chances d'atteindre quelqu'un de bien, puisque viser la lune, et au pire, vous êtes laissé dans les étoiles. C'est un peu plus dans cette énergie-là. Par contre, si on se dit, je veux absolument ça ou rien, c'est à coup sûr, on est déçu et on peut tomber de très haut et se faire très mal. Donc plus le poser finalement comme une intention et on verra bien ce que la vie me donne, plutôt que vraiment s'y accrocher coûte que coûte. Il faut vraiment y mettre ses tripes dans ses visualisations avec beaucoup d'espoir. Donc, c'est ce qu'on appelle en psychologie positive, il y a la théorie de l'espoir. Oui, avoir de l'espoir, mais l'espoir ne veut pas dire qu'on est complètement dans une croyance à 100% que ça va arriver. C'est qu'on a un espoir que ça arrive. C'est très différent. Et ça pose une intention sur le moment qui est très agréable, qui produit des hormones de bien-être et donc qui fait du bien. Donc, pour ça vaut le coup d'avoir cet espoir, cette visualisation positive, mais tout en restant, en se disant, j'accepterai tout ce qui se présentera, voilà, quoi qu'il arrive. Mais avec l'espoir, c'est plus agréable en attendant. Alors concrètement, techniquement, au quotidien, je peux te donner deux, trois petites actions que tout le monde peut pratiquer. Alors là, un qui nous vient, on va dire du matin, que je cite souvent, mais là on peut l'adapter même vraiment par rapport au contexte. Et ce serait chaque matin se prendre 1 ou 2 minutes. Alors chacun intégrer des rituels, c'est aussi ça, c'est vraiment un facteur clé de réussite de changement. En fait, un changement ne peut se produire qu'avec un rituel. Donc ça aussi, ça a été largement étudié. C'est que changer du jour au lendemain, c'est quand même compliqué et c'est beaucoup plus facile avec un rituel. Donc un rituel, c'est une habitude à mettre en place. Donc un rituel du matin, entre autres, qui peut se mettre en place, et donc pas qu'une seule fois, mais tous les matins, c'est de poser une intention positive sur la journée. Donc, c'est de se dire, avant même de penser à visualiser l'avenir dans 50 ans, c'est de se dire, dans ce contexte social aujourd'hui, où je vais peut-être avoir des difficultés professionnelles, financières, avec les enfants, voilà, c'est pas simple, il va y avoir les médias négatifs, etc. Qu'est-ce que j'ai quand même envie de vivre de bien aujourd'hui? Donc, on peut le faire soit sous forme d'intention, selon notre personnalité. Les femmes aiment bien poser des intentions, en général. Les hommes aiment bien poser des actions. Je te confirme. Voilà. Certains hommes, je généralise, mais c'est plutôt des grandes lignes. Après, il peut y avoir des deux mélangés, mais en tout cas, ça peut être une intention ou une action. Et donc, ça peut être aujourd'hui, je vais finir de lire ce livre, c'est important pour moi, même si c'est pas mon objectif pro ou voilà. Mais je vais me prendre 1 heure pour terminer ce livre. Je sais qu'il me reste pas longtemps et je vais être super fière de moi ce soir quand je vais finir ce livre. Et du coup, le fait de l'avoir posé le matin et une seule, pas 50, un truc réaliste, vraiment quelque chose aussi pas d'irréalisable. Je vais pas dire je vais finir mon livre entier aujourd'hui alors que j'ai un planning déjà complet. Je sais que je vais pouvoir prendre 1 heure et que mon livre, je peux le finir en 1 heure. Donc, je me dis, ça sera ma petite réussite personnelle de ce jour. Et donc, cette journée ne sera pas perdue, en fait. Voilà. C'est aussi de se dire, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va pouvoir me permettre de dire que ce soir, cette journée valait le coup d'être vécue. Alors moi, ce que j'aime bien me dire comme question aussi le matin, c'est qu'est-ce que je vais faire comme petit moment, action, ou qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui que je veux programmer, en tout cas que je veux anticiper, qui va me faire plaisir, pour me dire que ce soir, quoi qu'il arrive, j'aurai eu au moins un plaisir dans ma journée, parce qu'une journée sans plaisir ne vaut pas le coup d'être vécue. Voilà. Donc le fait de cumuler des journées avec au moins un plaisir permet de se dire que voilà, ça vaut le coup. Là, j'ai peut-être passé un mois, j'ai pas fait tout ce que j'avais prévu, mais j'ai eu des plaisirs tous les jours. Donc du coup, ma vie, elle est plutôt chouette, quoi. C'est ça aussi le bonheur. C'est le bonheur quotidien, le sens sur le long terme, mais il y a aussi ce bonheur quotidien à prendre en compte. Et je compléterai. Alors moi, je suis une fervente de tous ces petits rituels que tu partages, et moi, j'aime bien aussi me poser la question qu'est-ce que je peux donc le matin en me disant qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui qui ferait qu'à la fin de la journée, je serais fière de moi. Voilà. Et effectivement, quand on pose une intention, pour ceux qui nous écoutent, vraiment essayer, parce que personnellement, j'en témoigne, ça change complètement l'énergie de la journée de poser une intention. Et on parlait de psychologie positive. Moi, j'utilise les cartes de Positran en photo-langage, et il m'arrive certains matins de tirer au sort une carte de photo-langage et de me laisser emporter soit par l'image ou par le mot de la carte pour m'aider à poser cette fameuse intention. Donc, super bonne pratique. Je valide. Alors, on peut soit la choisir ou soit effectivement se laisser
choisir par le hasard. Et il y en a plein qui utilisent des cartes, quelles qu'elles soient, hein, parce que là, c'est vrai que les cartes positron, l'avantage, c'est que c'est en plus des cartes qui ont été basées sur les recherches de psychologie positive. Donc, celles-là, elles sont vraiment totalement adaptées parce que validées, ce sont que des énergies qui sont validées comme contribuant au bonheur. Mais après, j'ai envie de dire, tous ceux qui ont des cartes, il y en a plein maintenant, des cartes de tout, au travail, pour la gratitude, pour les émotions, pour les enfants même. Ça peut aussi servir, voilà, pour le matin, quand on ne sait pas quoi poser, hop, on tire sa carte du jour. C'est ça. Ou alors, on choisit un mantra. On peut choisir aussi une citation ou un mantra le matin aussi. Ça marche bien pour certains, de se dire aujourd'hui, ma phrase, ce sera ça. Je me la répète, les yeux fermés 1 ou 2 fois, et après, elle me guide toute la journée aussi. Donc en tout cas, voilà, ça, c'est quelque chose du quotidien, et quel que soit le contexte social, ça change notre journée, en fait. Parce que je vais mieux vivre si j'apprends qu'il y a eu un incident ou autre, ça ne m'empêchera pas de ressentir quelque chose par rapport à ce que j'ai évoqué le matin. C'est mieux que de se lever en se disant encore une journée pourrie, vivement ce soir que je me couche, quoi. Et on ne vivra pas la même journée, c'est certain. Ouais. Ok. Une autre pratique, pardon. Donc alors voilà, celle-là c'est une première. Alors après, dans les trucs plus originels, alors comme je parlais de rituel, aussi un autre facteur, c'est qu'un rituel fonctionne d'autant plus s'il est raccroché à un rituel existant. Donc quand j'ai déjà une habitude mise en place, qui est déjà intégrée dans ma vie, et on en a tous, parce qu'on en a tous plein, des rituels sans même s'en rendre compte, c'est plus facile de mettre en place un rituel. Par exemple, quoi, se faire couler un café? Ça peut être le café du matin, ça peut être quand je vais aux toilettes, parce qu'il y a des heures où on va toujours aux toilettes. Ça peut être la douche, parce que quand on prend une douche aussi, on va à des heures régulières. Souvent, on a des habitudes. Ça peut être, voilà, moi, le matin, par exemple, tous les matins, je bois un verre d'eau au réveil. Tu vois, c'est une de mes habitudes que j'ai depuis des années. Du coup, moi, je fais mes intentions en buvant mon verre d'eau. Okay. Tous les matins, je sais que je ne raterai pas ce moment-là, parce que je ne raterai pas mon moment de verre d'eau. Mais après, je sais que, par exemple, il y en a qui font ce qu'on appelle des douches de gratitude le soir, tu vois, qui ont des douches le soir et qui, du coup, en fin de journée, au lieu de faire on peut écrire dans son carnet de gratitude ou dans un petit carnet les bonheurs du jour, tout ce qu'on a aimé dans la journée. Ça, c'est aussi un autre rituel qui fonctionne bien pour ancrer, valoriser et rester focus sur ce qui va bien dans notre vie, faire le bilan positif de notre journée au quotidien. Mais on peut le faire aussi sous la douche, puisque si on se douche, alors peut-être pas tous les jours, mais tous les 2 jours, maintenant chacun se douche à son rythme. Mais au moment de sa douche, à chaque fois, se dire, je vais dans la douche, c'est l'occasion pour moi, parce que quand je me douche, je peux penser, plutôt que de laisser aller mes ruminations et mon stress et mon machin, je peux choisir de mettre une intention, de me dire, alors qu'est-ce que j'ai vécu de bien aujourd'hui, cette semaine ou ces derniers jours, voilà, quelles ont été les belles rencontres, les belles discussions avec d'autres, quelles ont été les choses dont je suis fière, dont tu parlais tout à l'heure, qu'on peut poser le matin, et le soir, on peut en faire le bilan. Voilà, donc c'est aussi un moment qu'on peut ajouter à un autre moment. Voilà, les toilettes, la douche, le petit café, le thé, pour certains, la pause cigarette, voilà, tous les moments qui sont ritualisés. Et j'ai une question alors sur les habitudes. Est-ce que c'est vrai, cette fameuse théorie qu'on dit qu'il faut 21 jours pour mettre en place ancrer en tout cas une nouvelle habitude dans son quotidien? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, c'est une question qui est très souvent posée. En fait, c'est même pas ce que j'en pense. C'est que moi, je suis une scientifique, entre guillemets, dans ma démarche, et qu'il n'y a absolument aucune recherche qui prouve aucun chiffre, en fait. Et en fait, il n'y a pas de chiffre validé. Personne ne peut valider quelque chose. Par contre, il y a certaines pratiques qui sont validées comme étant efficaces au bout de 21 jours parce qu'ils ont fait le protocole sur 21 jours, mais ça ne veut pas dire qu'il faut 21 jours pour. Peut-être qu'il aurait fait 18 jours et ça aurait marché. Peut-être qu'il aurait fait 50 jours et ça aurait marché. Donc, ce sont que des références, mais il n'y a aucune... Il n'y a pas eu encore de démonstration du même rituel testé tant de jours ou tant de jours pour valider que c'est plus ou moins valable dans telle durée. Une chose est sûre, c'est que c'est la répétition qui fonctionne. Ouais. Après, la durée, je pense que c'est aussi en fonction de nous. Chaque personne... moi, là, par contre, c'est plutôt ce que je pense. Donc là, j'ai moins l'aspect prouvé. Mais de mon expérience et de ce que je propose comme accompagnement, je me rends compte que certains vont prendre des habitudes très rapidement et d'autres beaucoup moins. Et que ça dépend vachement, ça dépend beaucoup de la motivation de départ, c'est-à-dire de la raison qui pousse à mettre en place cette habitude. Si j'ai une motivation très forte de santé, par exemple, il faut que j'arrête de boire de l'alcool, sinon je vais avoir une maladie parce que mon médecin me l'a détecté. Là, l'habitude, elle est facile à changer. Il y a une énorme motivation. Si c'est une petite truc, on m'a dit qu'il fallait que je teste la méditation tous les jours. Il paraît que c'est sympa.
mais que j'ai pas plus d'enjeux que ça, c'est quand même plus compliqué de s'investir. Donc, il faut vraiment trouver pourquoi je veux mettre en place ça et se rappeler régulièrement son pourquoi, ça aidera et ce sera plus rapide et efficace à intégrer. Et après, une fois que c'est intégré, ça devient automatisé et là, on peut le faire toute sa vie. Bon, super. Tu aurais déconstruit la croyance qu'il faut 21 jours du coup pour mettre en place une nouvelle habitude. Alors peut-être que se fixer des périodes de temps comme ça aide peut-être davantage à garder le cap. Complètement d'accord. Par contre, ce n'est pas prouvé, mais ça ne veut pas dire que j'encourage pas. Moi, je suis la première à proposer aux personnes de se mettre des délais, un rythme ou une durée comme ça. Et effectivement, 18, 21, un mois, 15 jours, enfin voilà, selon ce que c'est. Mais oui, c'est important de se mettre un cadre de temps, en tout cas. Alors, tu nous as partagé une bonne pratique pour le matin, poser son intention, l'ancrer aussi avec des habitudes qui existent déjà dans notre quotidien. Je pense aussi à toutes ces personnes qui ont vécu une année 2020 particulièrement difficile en ayant perdu notamment leur travail à cause du contexte économique difficile. Et ces personnes-là, voilà, on sait que le nombre de personnes en détresse psychologique a énormément augmenté. Comment on peut aider ces personnes-là autant que faire se peut? Est-ce qu'on peut leur parler de psychologie positive dans ce genre de période? Oui, tout à fait. En fait, là, moi, j'accompagne aussi des étudiants en ce moment. En fait, par l'université, il y a un service, une cellule d'écoute des étudiants en souffrance dans cette période justement de confinement. Et donc, on est amené à avoir des personnes des étudiants qui sont vraiment en dépression liée au contexte et notamment parce qu'ils n'ont plus de job, donc en difficulté financière et qui en plus sont en stress par rapport aux examens parce qu'ils n'ont aucune perception de l'avenir. Enfin, donc, ouais, tu vois, c'est vraiment des cas où ils sont un peu dans le chaos total et le flou total sur l'avenir et remise en question de tout, parce qu'en plus, ils sont isolés de leur famille, de leurs amis. Enfin, bref, donc la totale. C'est vrai que ça n'aide pas. On est d'accord, l'environnement social n'aide pas on peut pas se dire, oh, c'est génial, la vie est belle dans ces conditions. C'est sûr. Par contre, là où en accompagnement et notamment pour les personnes qui sont dans ces difficultés-là, c'est déjà de leur conseiller de ne pas rester seul et d'en parler. Donc, c'est pour ça que je parle d'accompagnement. C'est que c'est plus facile de prendre du recul en parlant à quelqu'un. Et malgré tout, même si on est isolé, même si on est en confinement, il y a même plein de numéros de téléphone. Il y a SOS Amitié, qui est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et c'est des personnes formées à l'écoute. Il y a plein de lignes téléphoniques selon les villes, selon les activités. Donc là, par exemple, moi, je suis sur une spéciale étudiant. Mais il y en a qui sont spéciales pour des métiers, donc pour les pompiers. Il y en a qui sont spéciales pour les personnes plus âgées. Enfin, il y a plein de lignes d'écoute. Donc ça, déjà, c'est gratuit. Donc, ne pas rester seul et parler et être accompagné. Ça, c'est quand on est dans l'urgence. Je pense qu'il ne faut pas attendre d'aller vraiment au plus mal avant de faire cette démarche-là. Et puis en plus, pardon, je te coupe 2 minutes, mais j'ai l'impression que c'est surtout dans les périodes où on va mal qu'on a tendance à se replier sur soi-même, alors qu'en fait, il faut faire tout le contraire. Exactement. C'est surtout ne pas se couper du monde et surtout s'entourer des personnes qui peuvent nous tirer vers le haut. Donc, d'où l'intérêt aussi de ces cellules-là, c'est que c'est des personnes qui vont pas être dans la compassion, en rajouter, en s'énervant contre le reste du monde, etc. Et après, si on ne veut pas aller vers des inconnus, mais vers des personnes de notre entourage, c'est de choisir vraiment le contact et d'entretenir et de provoquer le contact avec les personnes les plus positives de notre entourage. Et c'est même pas pour parler de ces problèmes forcément, mais juste d'appeler pour prendre des nouvelles de Tata Jacqueline qui est plutôt rayonnante et de mon ami Antoine qui est quelqu'un qui bouge et qui voilà. Ça peut être dur parce qu'on se dit bah eux ils y arrivent et pas moi, mais si on les appelle en disant écoute là j'ai besoin d'un peu d'énergie, j'ai besoin voilà, ce seront les premiers à vouloir aider en fait parce que ceux qui vont bien se sentent un peu coupables dans cette situation et ont envie de contribuer aux autres. Donc il y a c'est ça aussi qui est formidable dans ces situations-là. Moi qui aime l'être humain dans sa globalité, c'est que fondamentalement, tout être humain a quelque chose de bon en lui et a envie d'aider ceux qui vont mal. Après, on a des personnalités différentes et tout ça, mais globalement, ces situations réveillent cet instinct-là. Et donc, du coup, même quand on va mal, on a envie d'aider les autres qui vont encore plus mal, en fait. Et ça peut être une autre solution. C'est-à-dire qu'une autre solution concrète, c'est de s'engager pour aider d'autres. Mais que si on est quand même suffisamment stable. C'est-à-dire que d'abord, faites-vous aider. Et ensuite, on dit souvent, hein, c'est un peu comme le masque qui tombe dans l'avion. D'abord, prenez votre oxygène et après, vous en donnerez à votre enfant. Mais si vous vous évanouissez, votre enfant, il sera encore plus paniqué, quoi. Donc, il faut quand même donc d'abord, prendre soin de soi, en fait. Oui. C'est ça. Donc, faites-vous accompagner, écoutez, parlez, prenez du temps pour vous aussi. Alors ça aussi, un autre point hyper important auquel on ne pense pas assez dans cette période, pour ceux qui vont au plus mal. Hein, là, je parle vraiment maintenant des personnes qui vont pas bien. C'est de reprendre un rythme régulier d'une journée, de remettre une organisation dans une journée. Parce que des fois, ces personnes-là,
se lèvent à pas d'heure, n'ont plus de rythme pour manger, il y a plus de sport, il y a plus d'activité physique, il y a plus de mouvement, le sommeil du coup est perturbé, ils dorment mal et la fatigue n'aide pas. Et clairement, la fatigue devient le pire ennemi. Donc, même en ne faisant rien, ils sont plus fatigués que d'habitude. Donc, parce que tout ça se relie. Donc, reprendre un planning avec des heures, avec des rituels de vie. Là, c'est même plus des rituels positifs, mais c'est juste des rituels de vie, des heures pour manger, des heures pour faire 1 heure de marche ou 2 heures selon ce qu'on a une autorisation, 1 heure pour appeler à telle personne, voilà. Mais avoir un rythme aide le cerveau aussi à garder une routine et à ne pas s'enfoncer dans une dépression, par exemple, ou à limiter les dégâts. Et après, à avoir des objectifs, donc des projets, au-delà du rythme de base. Commencer à se fixer des petits objectifs, pas trop élevés, mais repeindre un placard, enfin voilà, ça va être faire le tri de sa garde-robe, s'occuper d'une façon où à la fin, il y aura un résultat efficace qui fait du bien, qui va nourrir l'estime, qui va du coup nous redonner confiance et après pouvoir passer à retrouver du travail, etc. Mais avant même de repartir dans une démarche globale, se reconstruire, c'est hyper important. J'aimerais avoir ta vision par rapport au monde du travail en ce moment et voir un peu toi ce que tu penses de tout ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on vit dans une sorte de paradoxe où la santé des salariés sont les enjeux de premier plan, mais à l'opposé, il y a aussi toute cette conjoncture économique qui fait que pour les entreprises, ce serait très très compliqué et du coup, elles n'ont pas forcément les moyens d'investir vraiment sur la santé au travail et du coup, se contentent pour beaucoup, bon, sans vouloir vraiment généraliser, mais beaucoup se contentent de mettre en place seulement des mesures sanitaires et ne pas être à l'écoute, justement, comme tu le disais, pour ceux qui en ont le plus besoin. C'est quoi, toi, ta vision de tout ce qui se passe dans le monde du travail? Est-ce que tu as l'occasion d'intervenir en entreprise? Alors, j'ai beaucoup eu l'occasion d'intervenir en entreprise avant toute cette situation. C'est vrai que depuis qu'il y a le Covid et tout ça, il n'y a plus d'intervention dans l'entreprise puisque les entreprises sont dématérialisées. Mais par contre, par exemple, l'université, qui est une forme d'entreprise, là, je suis carrément en direct avec eux puisqu'ils ont mis en place quelque chose pour le bien-être des étudiants, mais aussi de leur personnel, où on a aussi une cellule d'écoute pour les agents de l'université. Et je trouve que leur démarche est plutôt intéressante. Et après, par contre, de façon générale, dans les entreprises, pour avoir l'écho de beaucoup de monde aussi dans les différents entretiens, mais aussi les échanges avec mes collègues au sein du réseau Zenpro, on a tout un tas d'équipes de professionnels qui travaillent avec des entreprises, qui interviennent dans les entreprises, qui là, beaucoup se sont adaptés aussi en termes de contenu à distance. Donc, il y a eu énormément alors, ils n'ont pas tous stoppé la formation, par exemple, ce qui aurait été encore plus compliqué. Et il y a même eu, grâce à l'aide de l'État, il y a eu des prises en charge de formation, en fait, plus qu'avant. Du coup, ils ont profité, ils ont essayé quelque part de combler l'inconfort des salariés. Il y a eu quand même une volonté assez globale de profiter de ce que l'État proposait, de se dire formez-vous, allez-y, au moins vous faites quelque chose et on perd pas son temps, ils perdent pas toute l'énergie. L'État a aidé une partie financière, donc ça a permis aussi pour certains un petit peu de combler. Là où ça devient compliqué, c'est quand l'entreprise n'a pas eu la possibilité d'avoir d'aide financière, ni pour elle, ni pour ses salariés, et où là, évidemment, prendre soin de ses salariés, alors qu'eux-mêmes sont en totale des confitures, quoi. Ils sont vraiment, voilà, ils ne savent plus quoi faire pour survivre eux. Il y a un moment donné, ils sont obligés soit de licencier, soit, enfin, et ils n'ont pas le choix aussi. Donc, moi, je me mets à la place de tout le monde. Je pense que là, tout le monde est concerné, contrairement à d'habitude. C'est pas qu'une une sphère qui est touchée. Là, on est sur quelque chose qui touche tous les niveaux de tout le monde, en fait. Bon, sauf quelques cas, voilà, de situation d'entreprise. Et moi, j'ai vraiment cette chance, j'ai envie de dire, de ne pas être concernée parce que quand on travaille à distance et tout ça, du coup, on n'a pas cette difficulté-là. Mais tous ceux qui ont été sur le terrain, les entreprises de terrain ont été touchées. C'est les restaurants, les magasins, mais toutes les usines, toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, des plus petites, des TPE jusqu'aux plus grandes, tout le monde a été concerné. Donc, pour moi, je pense que le bien-être, il est à penser au niveau de tous les niveaux. C'est-à-dire que là, moi, je pense aujourd'hui aux dirigeants. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin de vos managers. Les managers, prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin de vos salariés. Et les salariés, prenez soin de vous et des autres. Mais n'oubliez pas de prendre soin des managers et des dirigeants aussi. C'est une équipe. Tu vois, j'ai l'impression aussi que la clé, et d'ailleurs, ça a été étudié là aussi dans les études de psychologie positive, l'entraide et la collaboration interniveau, intergénérationnelle, tu vois, collaborative, quel que soit homme-femme, interservice aussi, a toujours des bénéfices sur et le bien-être et la performance et l'économie de l'entreprise. Donc, en situation de crise, fédérons les énergies ensemble, en fait, tu vois, plutôt que de se mettre à dos les uns les autres. Ce sera toujours plus efficace d'essayer de trouver des solutions ensemble. Chacun fait comme il peut et je sais que ça sera jamais évident dans plein de contextes. J'ai conscience que des fois, de toute façon, la tension est déjà là avant.
une situation comme ça ne va pas aider à résoudre une tension. Oui, on dit beaucoup que la crise a aussi amplifié en fait des Exactement. situations C'est qui ça. allaient déjà pas bien au départ. Et Mm. merci beaucoup, Cécile, de rappeler tout ça parce que c'est vrai que c'est très important et c'est très juste ce que tu dis. Et il faut se rappeler qu'on est tous interconnectés en fait et qu'on est tous liés les uns aux autres et il faut pas oublier ça. Et effectivement, prendre soin de soi, mais prendre soin aussi les uns des autres et c'est quand même hyper important. Est-ce que avec ta vision justement d'experte en psychologie positive, tu as peut-être des choses à nous partager pour, autant que faire se peut, quand même cultiver une bonne qualité de vie au travail, un quotidien qui reste quand même positif malgré le fait qu'on soit pour beaucoup en télétravail, qu'on voit plus grand monde, qu'on soit Oui. enfermé chez soi. Comment on fait? Alors si, on peut complètement développer la principale qualité qui pour moi a été développée de tout le confinement et tout ce qui fait, c'est la capacité d'adaptation. Pour moi, c'est la plus belle chose qui va ressortir de tout ça en fait. C'est avec le long terme, avec ma vision espoir, optimiste et un peu idéaliste peut-être. Je sais que de tout ça, en ressortiront des bonnes choses et on commence déjà à en voir des effets. Enfin, déjà, il y a beaucoup de gens qui sont adaptés aux nouvelles technologies. Il y a eu beaucoup de choses on a développé des nouvelles compétences. Il y en a qui se sont formés. Il y en a qui vont avoir quitté un boulot dans lequel ils n'étaient pas heureux et que finalement, d'ici quelques temps, ils se rendront compte que merci à la vie de m'avoir C'est fait ça clair. parce que j'ai enfin trouvé un autre boulot dans lequel je me sens mieux. Mais ça, pour le moment, c'est difficile à entendre. Je comprends. Mais avec moi, l'expérience et le recul, je sais aussi qu'un conseil que je peux donner aux personnes qui sont dans l'échec professionnel à cause de cette situation, qui ont perdu leur travail ou qui ont, voilà, voyez-le comme une opportunité, vous verrez que ça changera tout, en fait. Alors que se plaindre n'aidera pas, ça fait du bien sur le moment, à court terme. Ça fait du bien de tout lâcher, etc., de râler un bon coup, de lâcher sa colère éventuelle et tout ça. Mais après, dès que vous pouvez re-switcher, dites-vous, OK, comment derrière je vais pouvoir rebondir et finalement, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et si ça avait dû être un sens et un message, c'était quoi le message de ça? Et souvent, hein, le message, il est souvent le même. Hein. J'étais pas très bien là où j'étais avant, hein, c'est marrant, mais parce que sinon, je serais sûrement pas là. Enfin, alors après, il y a ceux qui aimaient vraiment leur boulot et qui ont été fermés parce que économie, etc. Et ben, bizarrement, elles sont moins en colère en fait, donc elles vont moins avoir de difficultés à rebondir. Donc si je suis en colère, c'est qu'il y a quelque chose qui n'était pas agréable en fait. Donc c'est aussi l'occasion de lâcher quelque chose qui n'était pas agréable pour peut-être retrouver quelque chose de plus agréable. Donc, bon, après, il y a des zones d'inconfort entre deux, c'est évident, avec des manques financiers parfois. Solliciter de l'aide, c'est le moment où voilà, l'aide de l'État, profitez-en, l'aide sociale, l'aide des amis, la famille. Aidons-nous, là, encore une fois. Et là, s'il y a bien un moment où on a le droit de demander de l'aide et où on peut aider les autres, c'est maintenant aussi. Donc, mais ceci dit, tu m'as posé une question et je crois que j'ai répondu à côté. Non. Après, sur les ingrédients, selon toi, qui nous permettent voilà. de maintenir une bonne qualité de vie au travail Voilà. durant tout ce contexte. Oui, alors j'avais des éléments et c'est pour ça que je me rappelais que je n'avais pas répondu complètement parce que Mais la capacité d'adaptation, si, c'est déjà un très bon début. Oui, effectivement. C'est le premier point, mais pas seulement parce que la qualité de vie au travail, c'est aussi des relations interprofessionnelles et donc il y a du management évidemment et pour moi ça dépend beaucoup du manager. Dans la qualité de vie au travail repose beaucoup pour moi sur les cadres et managers, mais pas seulement. Donc je sais et en plus toi qui es fan de ce sujet-là, on a ce point commun là et je crois très fortement à la puissance et au rôle des Chief Happiness Officers. Donc pour moi c'est un nouveau métier qui devrait se développer vraiment avec une vision pareille qu'on a un peu en commun, c'est-à-dire pas juste Madame Bonheur qui parle du bonheur tous les jours et qui propose des massages ou des voilà. Donc c'est pas que ça va bien au-delà de ça. Donc moi je crois au fait que les managers doivent être formés et enfin les managers ou une personne annexe qui devient responsable bien-être de l'entreprise, si on le met en français un peu, a son rôle à jouer pour pouvoir ne serait-ce que développer le focus, l'attention, l'intention de chacun, prendre soin de chacun, prendre le temps d'écouter chacun, le dirigeant, le manager, les équipes, individuellement, collectivement, observer ce qui fonctionne bien et le mettre en valeur, le mettre en avant. Parce que des fois, même un manager qui est bien gentil et tout ça, quand il est né dans le guidon, il n'arrive plus à voir tout ça. Donc pour moi, un Chief Happiness Officer, c'est quelqu'un qui est un peu extérieur à tout et qui va rappeler aux gens ce qu'ils font de bien aussi, enfin qui va valoriser chaque soir des belles actions qui ont été faites, qui va valoriser chaque entretien d'évaluation annuelle, tous les bons points de l'année. Il va y avoir d'autres évaluations qui vont être faites sur ce qui ne va pas. Le Chief Happiness Officer, il est là aussi pour mettre l'accent sur tout ce qui va bien.
sur les fonctionnements au sein des équipes qui fonctionnent, sur voilà, toutes les bonnes actions. Alors, Donc, moi, je précise que Cécile n'a pas été payée pour faire la pub du Chief Happiness Ah non, Officer dans ce podcast. absolument pas. Ah non, j'en suis vraiment Bien. convaincue. Et après, ça, c'est pour le modèle, on va dire, organisationnel. Pour moi, je pense que c'est un facteur clé de la qualité de vie au travail. Mais je pense aussi, et là, vraiment aussi, j'en suis convaincue, qu'on peut tous développer individuellement une compétence pour devenir le Chief Happiness Officer de notre propre vie, en fait, professionnelle. Comment je peux, moi, augmenter mon propre bonheur au travail et voir infuser ce bonheur autour de moi à mes collègues. Et donc ça, on a tous notre rôle à jouer. Et donc, des fois, le nez dans le guidon n'y arrive plus, d'où l'intérêt d'un Chief Happiness Officer externe qui va nous le rappeler de temps en temps. Mais on a tous notre responsabilité aussi là-dedans. Et donc, c'est prendre soin de son environnement de travail. Certes, c'est l'entreprise qui doit prendre soin. Mais à un moment donné, dans une usine, il y a plein d'espaces différents et bizarrement, il y en a, ils ont des jolis espaces et d'autres beaucoup moins. Ça dépend ce qu'on en fait, en fait. Donc, c'est à nous d'améliorer aussi, de contribuer à ce qu'on se sente bien physiquement, visuellement, mais aussi d'améliorer nos relations de travail, ne pas se contenter de se plaindre des autres, mais d'aller renforcer nos relations positives, d'aller nourrir nos relations positives, de prendre le temps d'écouter, d'aider, de féliciter, de remercier, de reconnaître. Donc, on est aussi dans toutes ces notions-là. Donc, il y a eu des recherches qui montrent qu'il y a 3 niveaux de facteurs de bien-être. Donc, voilà, si je reviens à la psychologie positive pour conclure, finalement, les 3 niveaux, j'en ai parlé, mais là, ça structure. Il y a le niveau individuel, prendre soin de moi de façon générale pour être mieux au travail. Ça va augmenter ma qualité de vie au travail, avec tous les moyens possibles d'être plus heureux soi-même. Il y a prendre soin des relations professionnelles, quelles qu'elles soient, avec le client, avec le patron, avec le collègue, avec le dirigeant, le manager, les partenaires. Donc, prendre soin des relations et prendre soin de l'organisation. Et l'organisation, c'est les valeurs, la culture, l'image de la société, l'organisation collective, le planning, voilà, les priorités, la réorganisation, les réunions d'équipe, et le voir avec une vision aussi optimale et d'amélioration, et non pas simplement de travail. Enfin voilà, c'est toujours être dans une démarche d'amélioration continue. Qualité travail, qualité bien-être, qualité communication, qualité à tous les niveaux. Mais avec une intention comme ça marche bien. Quand on arrive à se dire individuel, collectif et organisationnel, et qu'on le touche à tous les niveaux, rien que le fait de poser l'intention, c'est un peu comme l'intention du matin. C'est sûr que ça change tout. On ne peut pas être le même en ayant des intentions positives à tous ces niveaux-là que si j'arrive en me disant c'est quoi ce boulot de merde avec ces collègues de merde dans cette société de merde. Tu vois, à un moment donné. Ouais. Et si j'en suis à dire ça, changer de boulot, c'est clair et net. Il y a un moment donné aussi, il y a aussi des endroits où on n'est plus à notre place. Ça ne veut pas dire que la société et les collègues sont comme ça. Ça veut dire qu'on n'est plus adapté à cette société et à ses collègues. Il n'y a plus d'alignement. Voilà, il faut changer. Et oui, c'est peut-être compliqué. Il va y avoir une crise à un moment donné financière, mais le changement, ça fait partie des conditions aussi de bonheur au travail. Donc pour moi, la qualité de vie au travail passe aussi par ce questionnement régulier. Est-ce que je suis encore à ma place ? Est-ce que j'ai toujours le bon poste, les bonnes missions, les bonnes responsabilités? Est-ce que je m'ennuie ou pas? Et comment je peux faire pour retrouver du sens? Est-ce que ça a du sens pour moi? Ou est-ce qu'il est peut-être temps de passer à autre chose parce qu'on évolue aussi dans une vie et que ça fait partie maintenant des possibilités qu'on a dans notre pays d'apprendre tout au long de la vie, de se reconvertir tout au long de la vie. Donc profitons-en, il y a quand même des aides aussi pour ça. C'est magnifique. Je peux pas mieux conclure cet épisode, Cécile. En tout cas, je suis complètement d'accord avec toi et je pense il faut absolument aussi faire comprendre aux gens qu'ils ont d'autres choix que de subir des quotidiens professionnels ou personnels qui ne leur conviennent pas et redevenir acteur finalement de ce qu'on a envie de vivre vraiment. Et je te rejoins tout à fait sur les différentes strates individuelles, collectives, organisationnelles. C'est voilà, on l'a dit, on est tous interconnectés, tout ça est très lié. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Cécile? De continuer sur ma voie. Non, je pense avoir justement cette chance d'être quand même déjà dans un très bel équilibre de vie à tous les niveaux, une activité dans laquelle je m'épanouis. Je trouve beaucoup de plaisir, de sens, voilà. Donc, mais je travaille sur moi régulièrement pour ça. Enfin, ça n'arrive pas sans rien. Donc oui, j'ai envie de. L'introspection est nécessaire selon toi. De continuer à prendre le temps de réfléchir aussi sur moi, de me remettre en question régulièrement pour pouvoir continuer à m'épanouir dans toutes mes activités. Ouais, c'est ce que j'ai envie de me souhaiter à moi et c'est ce que j'ai envie de souhaiter à tout le monde en fait. Et à toi, tu vois aussi. Enfin, à tout le monde, tu vois, c'est que tout le monde mérite ça, mais nécessite de prendre ce temps pour. Est-ce que tu peux nous dire 2 petits mots sur ton dernier bouquin avant de se quitter peut-être? Oui. En fait, ma Bible de la psychologie positive, finalement, c'est un peu la conclusion, un aboutissement pour moi d'un cycle de vie. Tu vois, ça fait, comme je disais, ça fait quasiment 20 ans que j'ai découvert la psychologie positive, que
Ça fait 10 ans que je la pratique vraiment personnellement, professionnellement, que je me renseigne sur toutes les recherches. Et en fait, quand on m'a proposé d'écrire ce livre-là dans une discussion, on a émergé l'idée. Et là, d'un coup, je dis mais oui, évidemment. Et là, en fait, c'est comme si j'avais mis toutes ces années, toutes ces idées sur papier, enfin. C'est structuré, c'est organisé et ça va du bonheur au travail, bonheur en famille, le bonheur et la santé, le bonheur dans le monde, le bonheur et l'écologie, l'économie, comme je disais, l'environnement aussi, l'impact de l'environnement sur notre bonheur et notre bonheur sur l'impact sur l'environnement. Et là, c'est d'actualité aussi. Donc, ouais, il y a plein de sujets abordés à partir toujours des recherches, mais avec plus de 70 exercices et pratiques du quotidien à mettre en application pour soi. Donc ça aussi, pour moi, c'était important que ce soit pas que de la théorie. Il y a beaucoup de théorie quand même dans celui-là. C'est vraiment un des livres où je partage le plus mais c'est des références, on va dire. C'est pas de la théorie, c'est des références d'expériences qui sont super intéressantes, quoi, quand on a envie de comprendre comment ça fonctionne et pourquoi. Et donc, il y a des références, mais derrière, il y a toujours au moins une façon de l'appliquer dans son quotidien. Et donc, le rendre accessible à tous, comment cette science peut nous être utile au quotidien. C'est le but de ce livre, en fait, pour moi. Ok. Et donc, il s'appelle Ma Bible de la psychologie positive, voilà, de Cécile Leville. Ok. Ok. Merci infiniment, Cécile, pour cet échange. Je te souhaite vraiment le meilleur et de continuer à semer tes graines de bonheur comme tu le fais si bien. Je te souhaite vraiment tout le meilleur pour cette fin d'année et la suivante. De même. Merci beaucoup. Et pour tous ceux qui nous écoutent, merci d'être restés jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Et d'ici là, prenez soin de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles. C'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et ça me fera aussi très plaisir. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Twitter @julieartis ou sur Instagram avec le pseudo Génération Show. Encore un immense merci et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.